La jeunesse actuelle aime le luxe, est mal élevée et méprise l'autorité. Ainsi Socrate s'emportait-il à propos des adolescents il y a plus de 2000 ans. Les chercheurs savent aujourd'hui que cet âge est celui des excès. C'était une époque rebelle. Nous avons cambriolé notre école. Je me disputais souvent avec mes parents. Ils trouvaient que je buvais trop d'alcool et que je rentrais tard. On volait des panneaux de circulation, des stops, des noms de rue. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis tombée amoureuse pour la première fois à 13 ans. Bouleversement hormonal et cerveau en pleine ébullition. Les ados disjonctent et les parents aussi. Mais la puberté est aussi l'âge des possibles et des découvertes. Les chercheurs commencent à peine à explorer cette étape décisive du développement humain. Les adolescents sont des créatures fascinantes, plus tout à fait des enfants, mais pas encore des adultes. Entre 10 et 18 ans, leur corps et leur cerveau se métamorphosent. Ces adultes en devenir sont tout autant irritables et sensibles que curieux et créatifs. Les filles ouvrent le bal généralement vers l'âge de 10 ans. Les garçons emboîtent le pas 1 à 2 ans plus tard. Les ados ne disent pas seulement adieu à leurs jouets. Ils deviennent plus autonomes, plus indépendants et se réfèrent désormais davantage à leurs amis qu'à leurs parents. Si seulement ils pouvaient les reléguer au placard avec les jouets. L'impulsion est donnée par des messagers biochimiques. Les hormones telles que les estrogènes et la testostérone participent à la maturation sexuelle de l'adolescent. Ce grand chamboulement a une visée biologique, assurer la survie de notre espèce. À terme, les jeunes gens devront quitter leur famille afin de chercher des partenaires sexuels non apparentés et éviter ainsi la consanguinité. Mais avant cela, tout s'accélère à vitesse grand V. Les bras et les jambes s'allongent. Les ados peuvent prendre 10 cm en 1 an. Chez les filles, les seins se forment, les hanches s'arrondissent. Chez les garçons, les épaules s'élargissent, les muscles se développent. Les poils poussent un peu partout, barbe incluse. Le visage se couvre de boutons disgracieux et la voix mue. Enfin et surtout, les organes sexuels arrivent à maturité. Ce programme est profondément ancré dans nos gènes. Son déclenchement, en revanche, n'est pas fixe. Les chercheurs observent que l'âge d'entrée dans la puberté des filles ne cesse d'avancer. 13 ans en moyenne en 1860, 11 ans en 1960 et entre 9 et 10 ans aujourd'hui. L'une des raisons en est une alimentation plus riche, car notre corps sécrète les hormones de la puberté seulement lorsqu'il a emmagasiné assez de graisse. Mais l'alimentation ne saurait tout expliquer. Les chercheurs soupçonnent des substances chimiques d'interférer avec notre système hormonal, les perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques, pesticides et cosmétiques. Au CHU de Montpellier, les consultations pour précocité pubertaire chez les filles explosent. Les parents viennent chercher conseil auprès d'un endocrinologue pédiatrique. Le professeur Charles Sultan étudie l'impact des polluants environnementaux sur la puberté. On comprend que cette contamination, qu'elle soit prénatale, mais surtout postnatale, soit capable d'influencer, de moduler
le déclenchement de la puberté, et eu égard à cet effet estrogène-like, eh bien, on va imprégner cette petite fille en estrogènes qui vont être capables de stimuler la glande mammaire, de stimuler l'utérus et aussi de stimuler les centres nerveux qui régulent le déclenchement de la puberté. La région de Montpellier est une terre viticole. Pour combattre les nuisibles, on traite les vignes avec une grande quantité de pesticides. Le père de ses 2 enfants travaille depuis de nombreuses années avec ces produits. Le garçon présente une puberté tardive. Sa petite sœur, une puberté précoce. Pour elle, tout a commencé dès l'âge de 7 ans et demi. Une épreuve pour la fillette comme pour sa mère. Ma fille aurait aujourd'hui donc presque 10 ans. C'était très difficile d'accepter ce changement. Ses copines, en fait, elles ont 10 ans, elles commencent à peine à avoir la glande mammaire qui sort. Et elles commencent à peine à mettre des brassières. Moi, ma fille, ça fait environ 1 an et demi, 2 ans qu'elle porte des brassières. Donc elle avait 7-8 ans qu'elle avait des brassières. La fillette a honte et la famille préfère témoigner dans l'anonymat. La mère compte sur l'endocrinologue pour aider sa fille. Le professeur Charles Sultan traite généralement des enfants dont la puberté est perturbée par une anomalie génétique ou par une tumeur. Mais depuis quelques années, les enfants qui ne présentent aucune cause organique sont de plus en plus nombreux en consultation. D'accord. Quelle danse? Classique? Non, hip-hop. Du? Hip-hop. Hip-hop, d'accord. Et des fois Zumba. Et Zumba, d'accord. Nous sommes confrontés à une véritable épidémie de précocité pubertaire. Dans le service, il y a 10-15 ans, on avait une vingtaine de précocités pubertaires à équipe constante. L'an dernier, en 2015, nous avons eu à gérer 106 ou 108 précocités pubertaires, c'est-à-dire 6 fois plus. Une précocité que la fillette vit mal. Toutes ses amies sont encore des enfants, et elle aussi. Et elle a très bien compris, et elle a surtout compris qu'elle voulait... Enfin, elle est d'accord pour ne pas avoir ses règles en classe de CM2, parce que ce serait la seule de sa classe. C'est difficile à gérer à 10 ans. Donc du coup, on a préféré la traiter assez rapidement, et ce avant la rentrée scolaire. Voilà, donc je te mesure. Un traitement à base d'inhibiteurs d'hormones permet de freiner une puberté précoce. Mais le médecin doit d'abord évaluer le stade de développement pubertaire. Pour ce faire, le professeur Charles Sultan travaille avec des radiologues. Durant la croissance, les extrémités osseuses se développent indépendamment de l'os avant de s'y souder en fin de puberté. Une radio de la main révèle l'avancée du développement pubertaire. L'utérus de la fillette est aussi presque entièrement développé. Non traitées, ces perturbations hormonales peuvent avoir de lourdes conséquences. Une enfant qui entre en puberté plus tôt va développer un terrain à risque de surpoids, maladies cardiovasculaires, troubles lipidiques. Donc c'est un terrain à risque. Les spécialistes conseillent d'éviter les perturbateurs endocriniens, ce qui revient à faire une croix sur certains cosmétiques. Ils contiennent des parabens, ils contiennent des phtalates, ils contiennent des nanoparticules, ils contiennent du titane, Donc, pourquoi je cite les cosmétiques? Parce qu'il y a une étude américaine qui a été publiée récemment qui montre que lorsque l'on réduit ces cosmétiques chez des adolescentes, j'y viens, eh bien, pendant quelques semaines, on diminue les taux sanguins de perturbateurs endocriniens. Les hormones sont les messagers chimiques de notre corps. Elles déclenchent la puberté dans le cerveau. L'hypophyse, une glande située dans le crâne, produit des hormones qui gèrent une large gamme de fonctions corporelles,
dont la maturation des ovaires et des testicules. Les ovaires sécrètent alors essentiellement des estrogènes, les testicules de la testostérone, mais ces deux hormones sexuelles sont présentes à concentrations diverses chez les deux sexes. Le corps n'est pas le seul à changer pendant la puberté. Le cerveau aussi est sans dessus-dessous. On a longtemps cru que notre cerveau était définitivement achevé à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, on sait qu'il continue de se développer pendant la puberté et même se restructure entièrement. Le cerveau de l'adolescent est un terrain de recherche passionnant et relativement récent. 25 ans à peine que les chercheurs s'intéressent au développement intellectuel et sensoriel des ados. Ils misent sur leurs résultats pour comprendre pourquoi tous les enfants ne deviennent pas des adultes en bonne santé. Nous étudions l'adolescence et le développement cérébral de l'adolescent, avant tout pour mieux comprendre pourquoi cette période de la vie est aussi vulnérable. C'est une phase au cours de laquelle se manifestent de nombreux troubles psychiques. C'est assez contradictoire avec l'image d'une jeunesse éclatante de santé, en pleine forme physique. Cette période de la vie est marquée par un taux élevé d'accidents et de décès. C'est aussi le point de départ de nombreux problèmes psychiques. Dépression, anxiété, troubles alimentaires, mais aussi toxicomanie. Pour comprendre et traiter ces maladies, les chercheurs observent le cerveau des adolescents. L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, est la technique la plus adaptée pour ce type d'exploration. Les images du cerveau de l'adolescent ont de quoi surprendre. Un vrai chantier. Ça ressemble effectivement à un chantier, avec tout un tas de processus qui se déroulent simultanément. Nous avons encore du mal à avoir une compréhension complète de ce qui s'y passe. Mais nous avons néanmoins acquis quelques certitudes. Nous savons par exemple qu'entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, la substance grise du cerveau s'amincit. Les chercheurs comparent le processus d'élimination de la substance grise à celui de l'élagage d'un arbre. Très tôt, le corps élimine les connexions neuronales ou synapses inutiles pour permettre à d'autres de se consolider. Le cerveau peut ainsi travailler plus efficacement. Le cerveau se remodèle en opérant des choix. Il distingue les circuits dont il a besoin de ceux qui s'avèrent moins utiles. À mesure que nous vieillissons, nous élaguons. Nous coupons certaines branches de l'arbre. Nous supprimons les connexions qui ne sont pas sollicitées et nous renforçons celles qui sont utilisées et participent d'un fonctionnement sain. Les événements de l'enfance ne conditionnent donc que partiellement notre adolescence et notre vie d'adulte. À la puberté, toutes les expériences et connaissances acquises sont de nouveau réévaluées. Le cerveau fait le tri et se réorganise. Sa malléabilité ne sera jamais aussi importante que pendant cette période. Si le cerveau est plus plastique et plus prompt à se remodeler à l'adolescence, alors les activités pratiquées durant cette période sont probablement celles que nous garderons à l'âge adulte. Restreindre le champ de ces activités risque de compromettre le processus d'apprentissage et de développement. Mais loin de moi l'idée de vouloir taxer ces comportements de négatifs, mauvais ou dangereux. Tout dépend du contexte. En substance, je dirais qu'une certaine modération est bénéfique aussi bien aux adultes qu'aux adolescents. Apprentissage, expérimentation en tout genre, Zoé est passée par là. La jeune fille vient d'avoir 18 ans. Quand on lui demande ce qui compte le plus pour elle en tant qu'adolescente, elle répond « faire le plein d'expériences ».
Zoé est éclaireuse chez les scouts. Il y a quelques années, elle s'est découvert une passion, le tir à l'arc. On choisit souvent ses passions par hasard. Ce qui me plaît dans le tir à l'arc, c'est que ça permet de se déconnecter du quotidien. Quand on est jeune, on ressent énormément de pression et de stress. Avec ce sport, on se concentre sur la flèche et la cible. On fait le vide dans la tête et on oublie tout le reste. Et Zoé a d'autres objectifs. Plus tard, elle se verrait bien comédienne. Quand j'étais petite, j'étais très fan d'Harry Potter. Je pensais qu'à 11 ans, je recevrais une invitation pour Poudlard, mais je n'ai rien reçu. J'ai alors réfléchi à ce que je pourrais faire si je ne pouvais pas devenir magicienne. Et j'ai décidé de devenir comédienne, parce que ça permet d'être qui on veut. Zoé garde cependant les pieds sur terre et sait qu'on atteint rarement ses objectifs sans le soutien des autres. On a besoin, surtout à notre âge, de quelqu'un qui nous guide, nous oriente et nous aide à trouver ce qui nous plaît. Je pense que malheureusement, les parents, ça ne suffit pas. D'autant plus que les parents ont du mal à être au niveau de leurs ados. À la puberté, la plupart des facultés physiques et intellectuelles culminent. C'est le cas de l'intelligence dite fluide, une forme de raisonnement indépendante des acquis qui met en jeu la créativité du sujet. À l'âge adulte, l'intelligence dite cristallisée, fondée sur l'expérience, a tendance à prendre le pas. Sans compter que les ados ont aussi leur propre rythme. À la puberté, la plupart se transforment en oiseaux de nuit. Ils se couchent tard et ont bien du mal à se lever le lendemain matin. La faute au smartphone et aux tablettes, mais surtout à un facteur indépendant de leur volonté. On peut toujours leur conseiller de se coucher plus tôt pour qu'ils se lèvent plus tôt, comme font beaucoup de profs. Mais ce n'est pas très productif, car l'horloge interne leur joue un mauvais tour. Elle fait en sorte qu'ils ne puissent pas s'endormir au cours des heures précédant l'ouverture de la fenêtre de sommeil. Je peux donc conseiller à un jeune d'aller se coucher plus tôt, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'endormira plus vite. Une horloge interne rythmée par la chimie. Chez les adolescents, la mélatonine, ou hormone du sommeil, est sécrétée avec un décalage allant jusqu'à 2 heures. Le réveil dit 7 heures, leur corps dit 5. Quand on est réveillé au milieu de sa nuit, on est apte à absorber ni nourriture ni savoir. L'autre problème est que l'on se trouve ainsi privé d'une partie de son sommeil. Or, cette deuxième moitié de la nuit est, au même titre que la première, très importante, car elle nous permet de fixer les apprentissages dans le cerveau. L'école ne prend pas ces rythmes en compte. En Allemagne, tous les cours commencent dès 8 heures, pour les petits comme pour les grands. Les élèves sont donc sommés de se lever aux aurores. Enfin, presque tous. Karsten, 15 ans, a le droit d'arriver plus tard. Au moins 3 fois par semaine, les cours commencent pour lui et ses camarades un peu avant 9 heures. Le lycée d'Alsdorf, en Rhénanie du Nord-Westphalie, a introduit des horaires adaptés. L'établissement participe à une étude expérimentale. Il s'agit de déterminer si ce décalage facilite l'apprentissage. Les ados, en tout cas, apprécient. On arrive en cours plus détendu qu'à 8 heures. On est moins à la ramasse. Avant la mise en place des horaires adaptés, quand on avait allemand, maths ou anglais en première heure et que le prof abordait un thème, on avait envie de lui dire « C'est bon, arrête de parler, lâche-nous un peu ». Maintenant, on a notre espace de liberté. On peut s'organiser tout seul. Et on est reposé. Le matin, j'ai tendance à traîner. J'aime bien m'accorder une demi-heure de rap de sommeil.
Maintenant, j'ai plus de temps pour me préparer, prendre mon petit-déj. Et on est plus en forme pendant la journée. On le sait bien quand on est dans l'enseignement depuis de nombreuses années. On connaît le phénomène de la première heure, surtout au lycée. Les élèves sont très fatigués, particulièrement à 8 heures. Lorsque nous avons découvert que les adolescents avaient un rythme de sommeil différent, nous avons mené une réflexion approfondie sur le sujet. On peut se demander en effet pourquoi l'école ne changerait rien. Nous nous sommes donc retrouvés face à un choix. Fermer les yeux ou essayer de changer les choses. Le lycée d'Alsdorf a pris en compte les résultats de la recherche sur la puberté en adaptant le temps d'apprentissage des élèves à leur rythme biologique. Pour que les chercheurs puissent disposer de mesures objectives, les élèves portent un actimètre au poignet. L'appareil quantifie le moindre mouvement et enregistre le rythme veille-sommeil. Les élèves tiennent aussi un journal de bord de leur sommeil. Quand est-ce que je me suis endormie hier? Les chercheurs veulent savoir si les adolescents bénéficiant d'horaires aménagés dorment effectivement davantage ou se couchent plus tard. Les données des journaux de bord et des actimètres sont évaluées par des chronobiologistes. Les appareils permettent de visualiser le temps de sommeil de chacun, sieste comprise. Avec eux, impossible de mentir. Avec 85 participants, nous avons suffisamment de données pour une évaluation d'ensemble. On voit très bien que cette personne se lève avec une discipline quasi militaire, tous les jours de la semaine à la même heure. Le week-end, en revanche, elle dort beaucoup plus longtemps. Les heures de réveil sont très variables, comme on le voit par exemple sur cette ligne. S'ils pouvaient dormir 1 heure de plus par nuit, soit 5 heures de plus sur une semaine d'école, ils gagneraient en gros 1 nuit par semaine. Reste à démontrer les vertus du sommeil sur la réceptivité des élèves. En Allemagne, on nous demande toujours « Mais est-ce que les notes sont meilleures ?» Je ne peux pas encore me prononcer. Un suivi à plus long terme est nécessaire. Un élève ne va pas passer d'un 10 sur 20 à un 16 sur 20 de moyenne en 2 mois. En revanche, j'imagine qu'avec une évaluation sur 2 ans, nous serons fixés. Des expériences menées dans d'autres pays le prouvent. Un élève reposé est un élève plus attentif. Dans ce lycée, en tout cas, on en est convaincu. Abrutis de fatigue à l'école, mais casse-cou à l'extérieur. La puberté est l'époque des conduites à risque et de la déraison. La quête du grand frisson se termine parfois de manière tragique. Mais d'où vient cette envie de tutoyer le danger ? C'est ce que veulent découvrir des chercheurs de Leiden, aux Pays-Bas. Ces adolescents ne sont pas des grimpeurs de l'extrême, et les chercheurs n'ont pas l'intention de leur faire escalader des gratte-ciel. Dans ce laboratoire, on étudie le comportement à risque des jeunes en toute sécurité. Tirza et Sven doivent gonfler des ballons virtuels. Ils touchent de l'argent virtuel à chaque fois que le ballon grossit, mais perdent leur mise s'il éclate. Anodin de prime abord, ce test permet de distinguer les adeptes de la sécurité de ceux qui optent pour le danger. Pour compléter leur évaluation, les chercheurs néerlandais enregistrent l'activité cérébrale des volontaires en utilisant l'imagerie par résonance magnétique. Les adolescents doivent réitérer l'expérience avec les ballons pendant que les scientifiques observent ce qui se passe dans leur cerveau. Les chercheurs ont fait une découverte étonnante. À la puberté, les adolescents ne pensent guère de façon rationnelle, tout du moins quand il s'agit d'évaluer des risques. Leur comportement
spontanée et qui relève du réflexe, est contrôlée par des structures cérébrales archaïques. Deux zones cérébrales sont à distinguer quand on examine le cerveau d'un adolescent. D'une part, le cortex, et plus particulièrement le cortex préfrontal, situé en avant. Cette zone permet notamment le raisonnement logique, le contrôle et l'anticipation de nos actes. D'autre part, des régions ancrées plus profondément dans le cerveau. Elles sont apparues plus tôt au cours de l'évolution et sont aussi présentes chez les animaux. Ce système émotionnel, par exemple, était très actif pendant votre expérience avec les ballons. Nous pensons que ces régions sont nettement plus actives chez les adolescents que chez les enfants ou les adultes. À l'inverse, les régions du cerveau responsables du raisonnement logique, dans le cortex cérébral, sont moins développées chez les adolescents. Parmi les parties les plus archaïques du cerveau se trouve le tronc cérébral, responsable notamment de la régulation des réflexes, comme la respiration et la déglutition. Le système limbique, quant à lui, pilote les émotions, l'envie et la propension au risque. En périphérie, le cortex aux substances grises correspond à la structure la plus récente. À la puberté, le cortex se restructure complètement. Le cortex préfrontal, siège notamment du raisonnement, est le dernier à parvenir à maturité. Voilà qui explique pourquoi même un ado raisonnable est souvent déraisonnable. Quand on leur pose la question, les adolescents admettent que traverser au feu rouge n'est pas une bonne idée parce qu'ils risquent de provoquer un accident. En revanche, quand ils sont avec leurs amis, ils n'y pensent plus. Ils ont autre chose en tête et ils n'anticipent pas les conséquences éventuelles de leurs actes. Les ados ne manquent donc pas de jugeote, mais celle-ci est souvent mise en veilleuse, d'où le peu d'impact des campagnes de prévention traditionnelles. Comment alors influer sur le comportement des adolescents sans les prendre à rebrousse-poil ? Pour le savoir, Sabine Peters a mené d'autres expériences avec des volontaires. Il s'avère que le cerveau des enfants n'est pas réactif au feedback négatif. Avec les années, leur cerveau montre des réactions au retour d'informations négatifs. Cela s'explique par le fait que les feedbacks négatifs sont plus difficiles à traiter. Avec un feedback positif, il suffit de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Avec un feedback négatif, il faut entamer un processus de réflexion, réfléchir à ce que l'on doit changer. Cela demande un travail intellectuel plus important, ce qui est difficile pour un enfant. Motivés par des jugements positifs, les adolescents sont capables de prouesses étonnantes ainsi que de persévérance. Passionné de skate, Camden descend rarement de sa planche. Ça procure des montées d'adrénaline. Le kiff, c'est quand on tente une nouvelle figure, qu'on s'entraîne pendant 2 heures dessus, quitte à se rétamer de temps en temps et qu'on finit par y arriver. Là, c'est le kiff total. Nombre d'études prouvent que le sport, en plus de solliciter les muscles, a une influence positive sur le psychisme. Ça permet de se dépasser. Du coup, forcément, ça a un impact sur la personnalité, parce que ça renforce la confiance en soi. Le sport déclenche dans le cerveau la sécrétion d'endorphine, l'hormone du bonheur. Ce système de récompense n'est pas propre à l'homme. Les animaux aussi recherchent le bien-être et l'euphorie. Les dauphins, par exemple, trouvent leur plaisir dans la neurotoxine libérée par le poisson globe. Ici, ils le mordillent brièvement avant de le passer à leurs congénères.
Ce comportement est surtout observable chez les jeunes dauphins qui s'amusent ainsi entre amis. Cette quête d'euphorie collective intéresse des chercheurs de l'université Temple de Philadelphie. Ils veulent savoir comment de jeunes souris se comportent avec des substances addictives. Comme de nombreux animaux, les souris ne dédaignent pas l'alcool. Les chercheurs américains veulent savoir si les jeunes souris modifient leur consommation quand elles sont en compagnie d'autres jeunes souris. Les résultats sont surprenants. Nous plaçons des souris en cage et nous observons combien de temps elles passent à siroter le bec de l'abreuvoir. Les résultats sont très similaires à ceux observés chez les humains. Quand on teste les animaux individuellement, on constate que les adolescents passent à peu près le même temps à boire que les adultes. Mais que se passe-t-il quand on les met en présence de congénères? Là, les résultats sont très différents. On constate que seules les souris adolescentes boivent plus longtemps. Elles passent d'autant plus de temps à boire qu'elles sont avec d'autres souris adolescentes. Les adultes, en revanche, ne changent pas leur comportement. La réaction des jeunes souris éclaire certains aspects clés des comportements à risque des jeunes humains. Les jeunes souris adoptent-elles un comportement plus risqué pour plaire à leurs camarades? Cela participe-t-il de la cognition sociale, d'une pensée intentionnelle? Adoptent-elles un comportement conforme aux attentes de leurs amis ou à l'idée qu'elles s'en font? Les souris n'en sont de toute évidence pas là. Elles réagissent simplement à leur environnement et sont davantage guidées par la biologie que par une capacité à se projeter. La biologie dicte le comportement des jeunes mammifères, souris ou humains, quand ils sont avec leurs congénères. Une autre expérience menée par les chercheurs en neurosciences vise à prouver l'influence des amis sur le comportement à risque des adolescents. Dans ce jeu de conduite virtuelle, les volontaires doivent en 10 minutes parcourir le maximum de kilomètres sans provoquer d'accident. Les adolescents sont-ils plus téméraires quand ils sont entre amis ? Un conducteur adolescent a plus de chances d'être impliqué dans un accident grave quand il a des passagers à bord. Chez un conducteur adulte, la présence de passagers n'a pas d'incidence sur le facteur risque. Effectivement, dès qu'un ami prend place sur le siège passager, la prise de risque du volontaire augmente chez les filles comme chez les garçons. L'adolescent ne prend pas plus de risques en présence de ses amis parce qu'il écoute ces derniers ou cherche à les impressionner, mais parce que la présence d'amis active des régions cérébrales qui le poussent à rechercher la récompense et modifie son expérience de la récompense. Les adolescents ne peuvent donc pas faire autrement. La recherche du groupe est motivée par la quête de reconnaissance. Ils ont besoin de leur père pour être heureux et avoir confiance en eux. L'appartenance à une communauté de semblables est vitale. Le même maquillage, la même musique, les mêmes soirées. Un comportement logique biologiquement parlant, car les contacts sociaux positifs hors de la famille sont importants pour leur future vie d'adulte. Ils leur permettent de couper le cordon et de fonder leur propre famille. Les ados se façonnent ainsi un nouveau monde, leur monde. Mais avec les réseaux sociaux, le groupe de congénères augmente de façon exponentielle. Exit les 4 ou 5 copains du quartier, place aux centaines d'amis du monde entier. Les ados se lèvent et se couchent avec leur téléphone portable. Le smartphone est peut-être la plus grande révolution depuis l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. Ces enfants du numérique ont grandi avec Internet. Forcément, les parents s'inquiètent. La chercheuse américaine Lauren Sherman fait partie de cette génération qui a grandi avec Facebook.
Elle a justement choisi comme domaine de recherche les médias sociaux. Elle cherche par exemple à savoir si Instagram et consorts influencent le jugement des jeunes utilisateurs. Comment les ados réagissent-ils aux avis favorables ou défavorables sur Internet? Ces résultats sont sans appel. Le nombre d'évaluations positives influence leur propre avis. Une photo avec de nombreux likes est perçue positivement par les adolescents. Et quand il s'agit de leur propre photo, la quête de reconnaissance s'apparente à une drogue. La présence de nombreux likes sur une photo de leur propre personne active ce qu'on appelle les noyaux accumbens. Ces structures cérébrales sont impliquées dans le système de récompense qui déclenche la sensation de plaisir. Mais l'aspect intéressant est qu'elles sont aussi impliquées dans la motivation du comportement et l'apprentissage. De quoi rassurer les parents inquiets. Via les réseaux sociaux, les adolescents acquièrent des expériences précieuses sur leur environnement socio-culturel. Reste à savoir s'ils sont obligés d'y passer leur journée. Il est évident que les ados d'aujourd'hui entrent plus facilement en contact avec leurs semblables qu'autrefois. Il suffit pour le vérifier de regarder comment les réseaux sociaux fonctionnent. Un adolescent avec un smartphone a accès à son environnement social à n'importe quel moment, y compris quand il est seul chez lui et n'est pas entouré physiquement par d'autres personnes. Les réseaux sociaux sont un nouveau défi pour les parents et les adolescents, comme l'ont été les livres, le téléphone, la radio et la télévision en leur temps. Les chercheurs en tout cas ne s'affolent guère. Il n'existe aucun élément suggérant que ça endommage notre cerveau, nous rend stupides ou provoque des effets terribles à long terme. Mais ça modifie notre cerveau, c'est indéniable. Pendant la puberté, le cerveau doit accomplir des prouesses. Ce faisant, il commet parfois des erreurs. Des études ont par exemple montré que les adolescents ont du mal à interpréter correctement les expressions du visage. Cela expliquerait pourquoi ils réagissent souvent de façon imprévisible. Là, je ne sais pas quoi répondre. De même, l'humeur revêche des ados s'expliquerait par un cortex préfrontal immature. Les parents ont ainsi souvent droit à des débordements émotionnels surgis des régions cérébrales les plus profondes de leur progéniture. Le cerveau de l'adolescent donne aussi libre cours aux émotions positives. Le premier amour arrive le plus souvent à la puberté, synonyme de main moite et de cœur qui bat la chamade. Pour les chercheurs en neurosciences, l'amour est avant tout une affaire de neurones qui s'emballent. Lucy Brown étudie le plus beau des sentiments depuis plusieurs décennies. Cette neurobiologiste new-yorkaise a découvert que l'amour prend sa source dans le tronc cérébral, une région primitive du cerveau qui échappe à notre contrôle conscient. C'est aussi cette région qui assure le réflexe de la déglutition et le mouvement des yeux, des choses auxquelles on ne pense pas. C'est ici que ça se passe. Ces données nous ont fait comprendre que l'amour romantique est une pulsion. Ce n'est pas une émotion consciente, telle que l'euphorie ou l'anxiété. L'amour génère une large gamme d'émotions. Mais intrinsèquement, ce n'est rien d'autre qu'une pulsion au même titre que la faim. Cette région est aussi impliquée dans l'addiction aux drogues. Guère étonnant donc que les amoureux aient le sentiment d'être dépendants de l'être aimé. L'examen de cette région du cerveau consiste à caractériser la nature des neurones présents, ainsi que le type de médiateur chimique impliqué.
Comme on le constate sur cette autre image, l'aire tegmentale ventrale est constituée de neurones qui produisent de la dopamine. Chaque neurone est doté d'une extension baptisée axone, qui achemine l'information vers les cellules du cortex et d'autres régions cognitives, en disant « Allez-y, trouvez-la ». Une dépendance heureuse, du moins tant qu'elle est partagée. Mais que se passe-t-il quand soudain l'autre n'est plus amoureux? Conseil de la spécialiste. C'est comme avec les drogues. Parfois, le sevrage s'effectue brutalement, parfois plus en douceur. Mais quoi qu'il en soit, il est indispensable. Si vous avez le cœur brisé, débarrassez-vous des photos. Même Facebook possède une fonctionnalité qui permet de supprimer toutes les références vers une personne en particulier. Pour les parents, séparer deux amoureux n'est pas non plus gagné, car c'est bien connu. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est comme avec Roméo et Juliette. Les séparer ne fait que renforcer leur désir l'un pour l'autre. L'absence attise les sentiments. Certains adolescents, cependant, sont moins taraudés par le premier amour que par la question de leur identité. Fille ou garçon? Veulent-ils devenir une femme ou un homme? Jessica fête son 17e anniversaire avec des copines. Cette jeune fille est née garçon, mais a toujours eu le sentiment de ne pas être dans le bon corps. La décision a été prise au début de l'adolescence. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Jessica. Happy birthday to you. Ça s'est fait à 14 ans, 2 ans après mon entrée en puberté. J'ai eu la chance d'arrêter mon développement pubertaire avec un médicament inhibiteur prescrit par mon endocrinologue. Ça a tout de suite tout arrêté. Faire d'un garçon une fille, plus simple à dire qu'à faire. C'est avant tout un processus de longue haleine. Jessica suit une psychothérapie depuis plusieurs années. Avant de recevoir un traitement hormonal, elle a d'abord été diagnostiquée comme souffrant d'un trouble de l'identité de genre. L'androcure bloque la puberté masculine et freine la production de testostérone. Et les estrogènes de synthèse permettent de diminuer encore un peu la production de testostérone et induisent une puberté féminine. Jessica est suivie par le docteur Bernd Meyenburg, un spécialiste des troubles de l'identité de genre. Quand il a débuté il y a 40 ans, seuls des adultes venaient le consulter. Aujourd'hui, le psychiatre traite de plus en plus d'enfants et d'adolescents. La puberté est une période de grande souffrance. Elle s'accompagne de manifestations dépressives sévères, automutilations, tentatives de suicide. Certains adolescents sont désespérés et ont l'impression d'être dans une impasse. Le mieux que nous puissions faire est de les aider sur le long terme. Dans un premier temps, les inhibiteurs d'hormones bloquent la puberté. Plus tard, le médecin prescrit une préparation hormonale destinée à féminiser le corps masculin ou inversement. Même s'ils ne font pas l'unanimité, les avantages d'un traitement précoce sont défendus par un grand nombre de spécialistes. Nous disposons désormais de toute une série d'études et de suivis qui montrent que les résultats s'en trouvent considérablement améliorés. Quand on permet par exemple à des garçons de ne pas avoir de barbe ou de ne pas muer, ils s'en sortent évidemment beaucoup mieux. Idem pour les filles. Empêcher le développement de la poitrine leur épargne par la suite une ablation chirurgicale. Des progrès dont le médecin se félicite, même si l'inadéquation entre le sexe biologique et le genre ressenti reste une souffrance. On sait encore peu de choses sur ces causes. Parmi les hypothèses émises, un déséquilibre hormonal pendant la grossesse.
On suppose que cela doit se passer durant une courte fenêtre temporelle. Pas pendant toute la grossesse, mais seulement au cours du dernier trimestre. Pendant cette courte période, les hormones opposées prédominent, ce qui peut conduire en quelque sorte à une commande inversée du cerveau. Un garçon du point de vue biologique, une fille au niveau du ressenti. Les hormones que Jessica prend doivent harmoniser les choses. Un processus qui n'a pas que des effets esthétiques. Les hormones n'agissent pas que sur l'apparence corporelle, mais aussi sur ce qui se passe dans la tête. On devient plus émotif. C'est comme si le cerveau dominé par la testostérone devenait un peu plus féminin. Ce ne sont donc pas seulement les gènes qui font de nous des hommes ou des femmes. Malgré tout, les deux sexes ont bel et bien des spécificités. Le cerveau des garçons présente un développement de 10% supérieur à celui des filles, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils sont plus intelligents. La façon dont le cerveau masculin traite la sérotonine et la testostérone explique que les garçons ont du mal à rester assis sans bouger et sont plus agressifs. Les filles sont plus douées pour le langage, mais ont, paraît-il, un moins bon sens de l'orientation. Cet exercice consiste à évaluer tes capacités à te représenter mentalement des objets lorsque tu les fais tourner. Par exemple, est-ce que tu sais lire une carte à l'envers? La pédopsychiatre Kerstin Conrad mène une expérience sur la différenciation sexuelle du cerveau. Est-elle d'origine génétique, hormonale ou relève-t-elle de l'acquis? Les garçons obtiennent généralement de meilleurs résultats que les filles dans ces exercices de rotation mentale. Ces différences apparaissent néanmoins seulement pendant ou après la puberté. La testostérone pourrait jouer un rôle déterminant car les femmes ont un meilleur sens de l'orientation à certains moments de leur cycle menstruel. Leur cerveau fonctionne alors différemment. Kerstin Conrad cherche à comprendre les mécanismes qui entrent en jeu ainsi que l'influence des stéréotypes sexuels pendant l'éducation et le pourquoi des exceptions. Super, tu as beaucoup de points. C'est inhabituel pour une fille d'être aussi rapide. Tu t'en es parfaitement bien sortie. Comme nous venons de le voir, il y a des filles très fortes, comme il y a des garçons très faibles. Néanmoins, quand on mène des études à grande échelle et que l'on compare de larges échantillons, on constate que les garçons réussissent mieux ces exercices de rotation mentale que les filles. Nous supposons que les hormones jouent un rôle déterminant. Testostérone, progestérone et estrogène influencent le rythme de maturation de certaines régions cérébrales. Celles-ci se développent ainsi plus ou moins vite selon le sexe, entraînant entre autres conséquences une différence de sensibilité entre les filles et les garçons. Ces électrodes mesurent la conductivité électrique de la peau ainsi que la fréquence cardiaque. Le jeune Ilya a-t-il une sensibilité différente de Rachel? Je vais vous demander de regarder cet extrait de film en silence et sans bouger. L'extrait de film censé déclencher les émotions montre une femelle ours écrasée par un rocher tandis qu'elle mange du miel, laissant un ourson orphelin. Les filles réagissent souvent de façon plus émotionnelle. En cause, selon toute hypothèse, un développement différent de l'amygdale cérébrale. Cette région contrôle les émotions et peut, en cas de dysfonctionnement, déclencher des dépressions. On peut s'interroger sur un lien avec le développement de certaines maladies. Après la puberté, les garçons ont une amygdale plus volumineuse que les filles. Et ce volume plus important est peut-être un facteur de protection contre les maladies comme la dépression et l'anxiété, dont nous savons qu'elles ont à voir avec les émotions et leur régulation. Les garçons sont beaucoup moins touchés que les filles, mais seulement après la puberté.
Avant la puberté, les dépressions sont aussi fréquentes chez les garçons que chez les filles. La puberté dure 8 ans. C'est l'âge des conflits et des prises de risques, mais aussi celui des découvertes et de tous les possibles. La transition entre l'enfance et l'âge adulte. À la puberté, le cerveau fait preuve d'une plasticité étonnante et les adolescents se révèlent particulièrement réceptifs. La plupart des facultés physiques et intellectuelles sont à leur maximum. Bien entourés, les adolescents peuvent apprendre énormément. Comme la recherche le montre, la puberté n'est pas vouée à être un cauchemar, ni pour les parents, ni pour les ados. Bien au contraire, c'est une période prodigieuse où l'on pose les jalons de sa vie future. C'est une phase critique, de grande vulnérabilité, mais c'est aussi une période d'immenses potentialités qui peuvent et doivent être exploitées. Quand on est jeune, on a des idées qui sortent de l'ordinaire. On a tendance à prendre plus de risques et à se placer dans des situations inédites, à l'issue incertaine. Notre biologie est le fruit de l'évolution. Ces comportements ont existé de tout temps, car ils sont propres à l'histoire humaine. Que l'on se rassure, à la fin de ces années rebelles, ce sont des adultes plus ou moins raisonnables qui nous feront face. Des adultes qui traceront leur chemin et construiront leur monde. Et qui finiront par se plaindre, comme Socrate, que décidément, la jeunesse n'est plus ce qu'elle était.